Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec un éco-aventurier, un aventurier de l'environnement. Julien Moreau tente le Tour de France, le record du monde du plus long triathlon à travers la France. Un tour du pays en 6 mois au service de l'environnement. Julien Moreau, merci d'être avec nous. Alors, vous avez déjà parcouru 4500 km du coup, à vélo. Vous venez d'arriver à Marseille et vous allez repartir à la nage. Pourquoi ce Tour de France de cette façon-là ? Pourquoi ce Tour de France un peu complètement fou, hein, comme disent mes amis? L'objectif, c'est sur mon parcours d'aller rencontrer les jeunes Français. Je vais dans les écoles, les collèges, les lycées pour les sensibiliser à la protection de l'environnement. Et mon rêve, c'est de créer des écoles écologiques. D'accord, l'idée c'est d'aller à leur rencontre. Vous allez rencontrer 70 écoles à peu près. Voilà. Donc ça c'est en fait pendant votre parcours, là vous faites du vélo, puis vous allez voir une école, vous repartez sur votre vélo, c'est vraiment un marathon. Le rythme est un peu effréné. Le matin, je suis dans une école, je parle pendant 2-3 heures, on les motive. Je leur donne beaucoup d'informations. Par exemple, un Français consomme 150 litres d'eau par jour. On parle de la protection de la biodiversité. On parle de la nécessité de protéger nos océans. Le fait, par exemple, que le plancton produise plus de 50% de notre oxygène. On discute de la pollution en mer, de ces fameux 960 kg de déchets qui se déversent dans les océans par seconde, dont 500 kg de plastique. Et voilà. Et ensuite, j'enchaîne sur ma journée de sport. En vélo ou à la nage ou en course à pied. On voit votre parcours justement, donc en rouge, c'est ce que vous avez parcouru, c'est ça hein? Voilà, c'est fait. Bravo. Merci. Donc depuis mai, voilà, c'est intense. Vous êtes plutôt en forme là, ça va? Là, j'ai dormi que 8 heures en 2 jours avec les fortes chaleurs, j'arrive pas à dormir, mais je suis très content d'être là. En fait, je suis serein. D'accord. Je suis serein et en même temps, je suis inquiet parce que je me lance après dans la nage. Marseille, Monaco à la nage, 375 km. J'aurai heureusement une planche avec moi, mais je la fais en autonomie. Donc il faut que j'assure ma sécurité, il faut que je gère mon effort physique. Et là, on tombe dans l'endurance extrême, parce que je vais nager entre 10 et 20 km. Et puis, c'est différent d'être en mer qu'à terre. Il faut prendre en compte les éléments climatiques, différents éléments pour ne pas avoir d'accident, parce qu'on peut aussi très bien se faire taper par un bateau à moteur. Vous êtes un habitué, il faut le dire quand même, un petit peu des défis sportifs. Vous êtes quelqu'un, voilà, le sport, c'est une passion pour vous. Le sport aventure, c'est une passion. C'est vrai. D'ailleurs, autour de moi, j'ai mon écharpe. Et c'est une écharpe que j'ai acquérie après l'ascension du Stok Kangri, une montagne dans l'Himalaya à 6153 mètres d'altitude. Et là-haut, j'ai vraiment eu un déclic. En fait, j'étais au sommet, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux être un aventurier. Et puis, je suis redescendu, j'ai fait beaucoup d'aventures. Et à la fin, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? Et après, je me suis dit, mais il faut absolument s'engager pour une cause qui a du sens. Et la protection de l'environnement, aujourd'hui, c'est primordial. Tous les indicateurs sont au rouge. Depuis 1950, on a perdu 80% de nos insectes. On le voit très bien, par exemple en Méditerranée, il y a beaucoup de filets fantômes. C'est des filets de pêche qui sont abandonnés, qui continuent à tuer. En Bretagne, dans ma région, la semaine dernière, il y a un filet fantôme de 700 mètres qui a tué 488 requins en gestation. Tout à l'heure, je regardais sur Internet, on a retrouvé un cachalot avec 29 kg de plastique dans l'estomac. Voilà, la Méditerranée est clairement en train d'être asphyxiée. Et donc justement, l'idée, c'est d'aller voir les plus jeunes, ceux qui sont voilà, les gens qui feront le monde de demain. Ils sont sensibles, justement. Comment ça se passe, les échanges dans les écoles? En tout cas, c'est plus facile de sensibiliser des jeunes que des adultes. Là, je suis arrivé à Marseille. Franchement, j'ai vu beaucoup d'incivilités. Les gens qui jettent leurs déchets par la fenêtre, qui jettent leurs mégots. Vous leur avez dit? Alors, à certains, j'ai dit, à d'autres, j'ai pas osé, parce que des fois aussi, j'ai envie de mettre un peu mon cerveau en off, quoi. On ne peut pas tout le temps être focus. Mais voilà, la mer est à côté, il n'y a pas de marée, c'est une mer fermée. Je veux dire, on est en train de se polluer, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et rien que dans un mégot, par exemple, il y a plus de 4000 produits chimiques, 70 produits qui sont cancérigènes. Et quand on jette ce mégot, ça pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Voilà, ce sont des chiffres qui sont totalement effrayants. Et c'est très important que ces enfants soient conscients de ces réalités écologiques pour que demain, ils soient respectueux. Et je me rends compte que souvent, quand les enfants sont sensibilisés, ils sensibilisent les parents et ça fait modifier le comportement de toute la famille. Ouais, ça, c'est souvent le plus important. Justement, ces enfants, vous leur apprenez des éco-gestes. Ça passe, voilà, quels sont vraiment les messages forts, par exemple, que vous leur enseignez? Alors, dans les écoles, moi, j'ai vraiment envie qu'ils deviennent acteurs du changement et qu'ils mettent en place un projet de développement durable. Et là, c'est eux qui décident. Que ce soit sur l'eau, par exemple. Comment prendre soin de la ressource eau à l'école, sur l'énergie, la biodiversité, l'alimentation. Par exemple, sur l'alimentation,
Souvent, dans les cantines scolaires, les enfants ne sont pas contents de ce qu'ils mangent. Ils ont l'impression de manger du plastique, quoi. Donc, par exemple, on parle de la production intensive, des pesticides, c'est quoi être locavore, se fournir au niveau local, prendre des produits issus de l'agriculture biologique. Pour la biodiversité, on fabrique des hôtels à insectes. Voilà, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais on est en train de perdre toutes nos abeilles. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. En Bretagne, on a perdu 20 000 ruches. Les apiculteurs sont désemparés. Là. On a bien vu que Nicolas Hulot... Il vous soutient d'ailleurs, Nicolas Hulot. Oui, Nicolas, il a été mon parrain en 2016 et en 2017. Et après, il est devenu ministre. Et je lui souhaite bien du courage, parce que ce n'est pas forcément simple dans ce gouvernement d'être la caution verte d'Emmanuel Macron. Mais en tout cas, on essaie de faire bouger les choses. Nous, on est les petites personnes sur le terrain. J'entends souvent les gens qui rejettent la faute sur « c'est la faute aux entreprises, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux consommateurs ». C'est tous les trois ensemble. Tout le monde peut faire quelque chose en tout cas. Tout le monde doit. Aujourd'hui, c'est un devoir. Parce qu'on va pleurer dans les décennies à venir. On parle beaucoup des réfugiés en ce moment. Les réfugiés climatiques, on estime qu'il y aura des mouvements de 250 à 750 millions de personnes. Quand on voit déjà comment c'est compliqué à gérer ceux qui viennent à cause des problématiques de guerre, qu'est-ce que ça sera dans les décennies à venir? En Afrique, on estime à plus de 2 milliards d'habitants en plus en 2100. Il y a une raréfaction des terres arables, une raréfaction des ressources vitales telles que l'eau. Qu'est-ce que vont faire ces populations? Mais ils vont remonter dans les terres vivables et en Europe. Donc l'écologie, ce n'est pas un truc de bobo écolo. L'écologie, ça concerne l'économie et c'est un facteur de paix aussi. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et le fait de jeter, par exemple, tout simplement son mégot dans la rue qui va partir dans la mer, là, on est en train de tuer sa ressource halieutique. Il n'y a plus de poissons, donc on tue l'économie. Donc voilà, on essaie de faire prendre conscience de ça aux enfants. Et justement, ces enfants, vous les encouragez à s'engager. Et il y en a donc, qui ont fait même un projet, une proposition de loi. Voilà, merci d'en parler. Alors l'objectif aussi, c'est de demander aux enfants, quand ils ont mis en place une bonne pratique dans leur école, de rédiger une proposition de loi. Et après, on les emmène à l'Assemblée nationale. J'ai créé un groupe de réflexion parlementaire à l'Assemblée nationale. Un groupe de députés qui reçoivent les jeunes, qui les écoutent et qui, après, se proposent de rédiger des amendements. Et c'est incroyable. Après 2 ans de travail, le 26 mai dernier, on a réussi à faire voter à l'Assemblée nationale une proposition de loi imaginée par 3 petites élèves, Adèle, Mathilde et Clémence de Bretagne, qui consiste à supprimer les bouteilles en plastique d'eau plate dans les cantines scolaires lorsque l'eau est potable. Hélas, le Sénat nous l'a supprimée. Mais ça pour quelle raison? Quelle raison? Parce qu'en fait, ils l'ont réécrit, ils ont dit que c'était pour la restauration collective et pas que scolaire. Ils ont mis des arguments... des nuances plutôt. Des nuances, et en fait, qui changent tout. Déjà, ils ont rajouté 2 ans. Avant, c'était au 1er janvier 2020. Maintenant, c'est au 1er janvier 2022. Ils ont mis restauration collective, donc ça ne concerne pas que les écoles. Et ils ont mis des arguments sur le fait que les bouteilles en PEP soient recyclables, le fait que ça va peut-être inciter les gens à consommer des produits tels que soda, donc ça va pousser à l'obésité. Enfin bref, il faut le dire, le Sénat, c'est très conservateur et ça prend plus en compte l'économie que l'écologie. En tout cas, c'est un premier pas qui déjà fait changer les choses. C'est une première victoire. Et puis de toute façon, ça passe en commission mixte paritaire. Les sénateurs et les députés, j'en ai eu plusieurs au téléphone, ils vont la bloquer. Ça va partir au Sénat, à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, donc, ils sont de notre côté. Et donc, on va réussir à le faire passer. Arrêter les bouteilles d'eau en plastique dans les restaurants scolaires, ça fait des économies. Par exemple, dans leur école, c'est une toute petite école, et consommer 4 725 bouteilles d'eau par an. Ça fait 1 000 € d'économie. Ça fait 1 000 € en plus pour la cantine pour fournir des produits de qualité. Bien sûr, il faut prendre en compte les perturbateurs endocriniens, aussi la qualité de l'eau locale. Et ça, on le précise. Il faudra demander à l'ARS. Donc là, voilà, vous avez parcouru cette étape incroyable à vélo. Ça se passe comment? Vous devez vous loger, c'est ça? Le soir, il y a quand même, ça on ne l'a pas dit, un côté de débrouille qui est hyper important dans votre périple. Alors, je dors souvent chez les instituteurs, mais parfois, il n'y a pas d'école, ou parfois, je n'ai pas de logement, ou j'arrive trop tard. Donc, il m'est arrivé de dormir dans des toilettes publiques, dans des abribus, dans des églises, au bord de lac, dans ma toile de tente sur la plage. Enfin bref, j'ai dormi partout, je crois, sur le territoire français et en Bretagne. Et donc il faut aimer l'aventure en tout cas, mais ça tombe bien. C'est une forme d'aventure et c'est une forme d'inconfort. C'est pour ça le contraste, tout à l'heure, il y avait le maquillage, ça me fait rire parce qu'il y a un grand contraste. Et l'avantage de le faire par l'aventure, c'est que les jeunes, ils s'identifient, enfin en tout cas, ils rêvent. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a un transfert de...
ils vivent l'aventure avec moi à travers les réseaux sociaux. Par exemple, sur ma page Facebook, Julien Moreau, éco-aventurier, on est bientôt 17 000. Mais dans ces 17 000, il y a beaucoup de familles et d'enfants qui suivent ça à travers leurs parents. Et ils sont au taquet quand j'arrive dans les écoles. Et le niveau d'écoute est augmenté. C'est pas comme si j'arrivais en voiture et je disais aujourd'hui nous faisons un atelier sur la biodiversité ou sur le développement durable. C'est barbant. Par contre, quand on arrive avec une histoire d'aventure qui suit depuis plusieurs mois, bah alors là, l'écoute, elle est... Eh oui, elle est décuplée, ça c'est sûr, on imagine, ouais. Bon, en tout cas, pour vous suivre, on peut se rendre sur votre site internet, julienmoreau.org, et puis sur votre page Facebook, donc évidemment, où là, on peut voir les vidéos, on va pouvoir vous suivre lors du défi en mer, évidemment, et puis après, toute la partie aussi en course jusqu'à Paris, donc vous prévoyez d'arriver fin d'année? Si tout se passe bien, j'arrive fin octobre. Donc après les 375 km de nage, petite nage, j'enchaîne sur une 50aine de semi-marathons. Et là, je rejoins la capitale et je vais m'arrêter à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous faire partager cette aventure assez incroyable. On vous souhaite bien du courage pour la suite. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Julien pour le suivre, pour l'encourager, voilà, pour ce défi, pour l'environnement. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.